Donc, bonjour à tous et bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire qui marque le début de la saison 1 d'une série de webinaires dont le thème principal sera la disponibilité et la fiabilité de l'information. Cette première saison se poursuivra par une deuxième saison sur la personnalisation des processus de travail, à laquelle je vous invite fortement à participer puisqu'on parlera de nouvelles technologies, notamment les technologies low-code, no-code. Et puis, dans une troisième et une quatrième saison, on s'attachera aux besoins spécifiques dans l'industrie et dans le bâtiment, sur ces domaines-là. Alors, donc ce webinaire, c'est une présentation assez générale, un peu tout secteur confondu. C'est une sorte de cycle d'introduction donc à la série de webinaires sur le logiciel Vision, et notamment son potentiel technique et métier pour construire et développer les compétences et les nouveaux services, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Donc on va parler de dématérialisation et de fiabilité de l'information technique, avec un focus sur le besoin transversal dans les entreprises, puisque c'est un sujet qui va toucher tous les services de l'entreprise. Alors je vous propose le sommaire suivant. Donc après une introduction, on va découvrir les différents constats et enjeux avec quelques chiffres. Et puis après, en pratique, les différents piliers et la valeur ajoutée de la mise en œuvre de ce type de projet. Ensuite, je vous proposerai un aperçu de notre plateforme Vision pour illustrer les différents cas que l'on va évoquer. Et après une conclusion sur les bénéfices de ce type de solution, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas, vous avez un chat. Si les questions vous viennent, vous pouvez les poser au fur et à mesure, et puis je les prendrai à la fin du webinaire pour y répondre. Alors le fil rouge de cette présentation, c'est vraiment la notion de transversalité de l'information entre les différents acteurs des services techniques d'une entreprise, donc là qu'on soit dans l'industrie ou dans le bâtiment, et la nécessité d'avoir donc l'implication de tous, de tous les collaborateurs, dans ces projets de numérisation. Donc on va parler à la fois de documents, mais aussi de données, de processus techniques. Et donc on se posera la question de la disponibilité et la fiabilité de ces informations après avoir balayé les différents enjeux pour les décideurs. Donc effectivement, qu'en est-il réellement dans l'entreprise lorsqu'on cherche une information à jour, fiable et dans l'instant? Quel peut être l'impact sur la productivité et l'efficacité au quotidien? Et comment le numérique peut aider les entreprises dans cette optique de transformation? Voilà les grandes questions qu'on va se poser. Alors, saviez-vous que lorsqu'une entreprise embauche 5 employés, il y en a seulement 4 qui se présentent au travail? Le cinquième, lui, est parti à la recherche d'informations. Il n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée compte tenu de son profil, même si effectivement aller chercher de l'information apporte toujours une valeur. On se rend compte quand même que 20% du temps est donc passé à la recherche d'informations. Donc différents cabinets d'études ont mené ces enquêtes sur les 10 dernières années, et on se rend compte que tous ces chiffres se recoupent finalement. Donc on peut qualifier vraiment cette information de pertinente. Alors ceci va nous permettre de replacer la question d'une bonne gouvernance de ces données au cœur des préoccupations de l'entreprise, puisqu'on se rend compte que ces chiffres sont quand même assez édifiants. Et rien que sur l'efficacité de l'organisation, donc on a déjà un travail à mener sur ces fameux 20% du coup de temps qu'on pourrait qualifier de temps perdu. Évidemment, on ne pourra jamais les rapporter à 0%, mais au moins ça a le mérite de se poser la question de comment optimiser ce temps. Alors, chez nous, chez Algotech, un exemple de document technique, dans notre métier, on est souvent confronté à des schémas électriques, par exemple. C'est un document vivant qui doit être régulièrement mis à jour. Mais la plupart du temps, on se rend compte que c'est du papier, que ce n'est pas maintenu à jour. Alors, lorsque vous avez un contrôle réglementaire ou un dépannage d'urgence, c'est à ce moment qu'on voit les problèmes et qu'on choisit de prendre des décisions. Mais voilà, par exemple, reproduire un schéma électrique d'un tableau, ça peut vite coûter 200, 300, voire plus, 300 euros, voire plus.
Donc, je vous laisse imaginer quand vous avez 30, 50 ou 100 tableaux électriques, par exemple. Voilà. Alors, rapidement, sur cette slide, on distingue les priorités des décideurs sur ce type de projet. Si on s'attache aux 3 premières lignes, donc l'amélioration de l'efficacité, l'optimisation des processus de travail et la conformité, on se rend compte que plus de 50% des enjeux, ce sont plus de 50% des enjeux. On peut les définir comme les piliers de la transformation numérique. Donc je les réexplique. Donc améliorer l'efficacité des salariés. Un projet de ce type-là peut être aussi facilitateur pour optimiser les processus métiers en vigueur dans l'entreprise. Et surtout, ils vont vous permettre d'assurer la conformité en tout temps. Alors, quand on parle de documents techniques, on va distinguer par exemple les plans, les schémas, les notes de calcul, les notices, les certificats machines, les gammes de maintenance, les procédures. Toutes ces sources d'informations sont livrées à réception des travaux, donc qu'on soit dans le bâtiment ou dans l'industrie, ou bien elles sont construites au gré de la vie des organisations. On constate qu'un plan, par exemple, ne sert pas juste au bureau d'études, ou qu'un schéma électrique n'est pas seulement un support pour les électriciens. Ça peut être utilisé par le service sécurité, par exemple, pour aller déterminer un organe de consignation. Un plan peut être utilisé par n'importe quelle personne de l'entreprise pour pouvoir localiser une information. Et en effet, comme le montre un peu ce rapide schéma, on constate que les entreprises sont aujourd'hui beaucoup en silo. Alors, juste, je vais couper les sons. Voilà, je reprends. Donc le fonctionnement en silo des services, donc chaque service va avoir sa propre manière de gérer ses documents, ce qui va entraîner la multiplication des doublons. Ça, c'est des choses qu'on voit énormément. Le service maintenance va avoir son document. Le même document va être traité d'une manière différente par le service qualité. L'exploitation va utiliser aussi ce document ponctuellement pour des travaux d'ingénierie, par exemple, pour l'ingénierie. On constate des mises à jour qui sont faites de manière très aléatoire. Il n'y a pas vraiment de consensus. Et le stockage, bien souvent, est improvisé. On va retrouver des documents sur le bureau, on va retrouver des documents sur le serveur, certains documents dans des logiciels, parfois avec des liens entre eux. Mais voilà, c'est vraiment de l'improvisation. Les documents et les données, par essence, c'est collaboratif. Donc améliorer l'efficacité passe donc par une implication de chacun de ces services. Et il ne doit pas y avoir un seul garant de la bonne gestion des documents. Par exemple, un service méthode ne peut pas être le seul garant de la documentation de l'entreprise. Chaque collaborateur doit donc être impliqué et il doit avoir les outils adaptés pour permettre cette bonne gouvernance. Donc on parle de continuité de l'information qui va permettre de casser les silos et de travailler de manière transversale entre les services. C'est ce qu'on essaye d'amener avec Algotech chez nos clients dans la phase de mise en service de nos logiciels. On aime bien utiliser l'image de la colonne vertébrale numérique, en anglais Digital Backbone, donc c'est une sorte de funnel qui capte l'information et qui va la transmettre à tous les membres de l'équipe, mais de manière structurée. Alors sur cette slide, c'est pour entrer dans la pratique, un exemple de structuration de la documentation. Donc ça représente bien les différents documents et les données, ici classés par famille, et qui vont servir à structurer l'information. Donc avec l'aide d'un partenaire conseil, quand on va mettre en place nos logiciels, par exemple chez nos clients, on va faire ce travail en amont de structuration de l'information, de qualification de l'information. Et ici, c'est un exemple très représentatif sur une usine où on va effectivement arriver à recenser l'ensemble des types de documents par famille. Et donc ce travail-là servira juste après dans la phase de mise en service du logiciel
pour paramétrer les modèles documentaires, les modèles de données. Alors ici, je vous présente quelques piliers de la réussite d'une transformation vers le zéro papier. C'est bien ce vers quoi on veut tendre. Donc déjà, premièrement, c'est une prise en compte globale des documents et des données. Donc on a du papier, on va avoir divers formats informatiques. On peut se poser la question de que fait-on du papier? Donc là, il peut y avoir la mise en place d'une stratégie de numérisation. Numériser, c'est pas seulement scanner, ça peut aussi vouloir dire vectoriser l'information, c'est-à-dire aller chercher dans les documents une information pertinente pour pouvoir la retrouver et la diffuser dans l'entreprise. Donc on parle de vectorisation, d'ossérisation, et donc savoir quelle information va être pertinente. Ensuite, il va y avoir la nécessité de construire avec les différents acteurs. Donc certes, dans l'entreprise, hein, évidemment, on en a parlé juste avant, impliquer l'ensemble des services pour favoriser notamment la montée en compétences et le transfert de compétences, mais aussi la conduite du changement. L'implication de l'éditeur, donc, dans notre cas, est très importante, effectivement, hein, puisque nous, on va maîtriser les fonctionnalités, on va être capable de donner des orientations à nos clients, et aussi nos différents retours d'expérience, de projets, hein, qui vont permettre de faciliter la gestion du projet. Donc notre retour d'expérience montre vraiment l'importance d'une tierce partie, un expert capable d'accompagner le projet, de l'analyse à la mise en œuvre. Et enfin, on le voit, hein, c'est des projets d'envergure, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il faut une approche itérative où chacun pourra exprimer ses besoins essentiels et puis les mettre en œuvre étape par étape, service par service, type de document par type de document. Donc voilà, c'est vraiment pour nous aujourd'hui les trois piliers de la réussite d'un projet de dématérialisation. L'approche globale, la co-construction et une mise en œuvre itérative. Alors, quelle est la valeur ajoutée? Les résultats, quantifiables de la mise en œuvre d'un projet de gestion technique des documents sont de deux natures. Alors déjà, il y a concernant le traitement de l'information. Donc, vous aurez identifié l'information utile, donc les documents actifs, passifs, entre guillemets, les documents archivés à supprimer. Une fois une solution de dématérialisation mise en place, donc l'information est qualifiée. Donc elle est qualifiée à l'aide de métadonnées, donc des propriétés qu'on va associer au document, à l'aide de tags, hein, qui vont remplacer les notions de stockage par dossier ou sous-dossier. L'information est également liée, c'est-à-dire qu'elle va être liée à des objets, par exemple comme des équipements, des contrats, des interventions, mais elle peut aussi être localisée ou géolocalisée, cette information. Et on pourra l'apercevoir après dans la présentation. Alors concernant l'utilisation de l'information, donc vous aurez des outils efficaces pour trouver intuitivement l'information. Donc par exemple, le cas le plus habituel, c'est avec un moteur de recherche. On va faire des recherches par mots-clés ou par expression, des expressions qu'on va rechercher dans les contenus des documents, mais également dans les propriétés d'un document ou bien dans les propriétés de l'objet sur lequel est rattaché le document. Après ce type de projet, donc vous aurez aussi mis en place des processus qui vont vous garantir un bon suivi du cycle de vie de vos documents. Par exemple, avec des circuits de validation de documents et les différents acteurs qui sont impliqués dans la validation de ces documents. Donc le demandeur, la personne qui va réviser les documents, qui va valider sa diffusion dans l'entreprise. Et enfin, donc vous pourrez accéder à cette information, que vous soyez au bureau, derrière votre navigateur ou bien sur le terrain, grâce à une application mobile par exemple. Donc c'est l'accès en toute situation et à la demande. Alors je vous propose d'illustrer ces propos en vous montrant un extrait de la plateforme Vision. Alors, je vais sortir d'ici. Voilà, donc là, je me suis connecté sur la plateforme Vision.
Donc vous voyez, on est sur une plateforme en ligne, donc il n'y a pas besoin d'installation. Cette plateforme est reliée à une base de données qui est dans le cloud. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer les différents moyens d'aller rechercher de l'information. Alors déjà, vous le voyez tout en haut, on va avoir un moteur de recherche. Restons dans le domaine de l'électricité. Par exemple, je vais rechercher une information sur une cellule électrique, sur une cellule haute tension. Donc je vais taper le nom de cette cellule, puisque c'est celle-ci qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, on va retrouver à la fois une liste de documents qui comportent les mots-clés dans les titres, dans les contenus, et on va aussi voir que cette information, ces documents sont liés à des objets. Alors par exemple, ici, hop, je vais ouvrir ce document. Donc les documents qui sont chargés dans le cloud sont téléchargés sur le poste de l'utilisateur et s'ouvrent avec le logiciel adapté. Donc sauf dans le cas d'un Office 360 ou d'un lecteur de PDF par exemple. Voilà, donc là j'arrive sur mon document qui contient bien l'information cellule CPL6 que je vais retrouver à plusieurs endroits dans le document. Et donc ça par exemple c'est un document qui va me permettre de consigner mon poste électrique haute tension. Si je reviens dans la recherche, je peux aussi aller vers l'objet concerné. Donc je vais cliquer. Et là, en fait, je vois que ce document en question est rattaché à un poste électrique. On peut le voir ici. Donc on est sur le poste électrique des services généraux. On va retrouver les propriétés du poste. Donc là, ici, il y a deux propriétés. On pourra en avoir d'autres, hein. Et puis l'ensemble des documents ici qui ont été rattachés. Alors ici, on voit que c'est des documents qui ont été déposés tout simplement. Ils n'ont pas forcément été qualifiés. Alors je vais aller sur un autre objet, par exemple celui-ci. Voilà. Là, on voit que les documents ont été qualifiés. Donc on voit qu'il y a un tag associé au document. Si je clique sur un document, je vais retrouver un menu qui me permet d'accéder à des processus de travail. Ici, on est sur des processus documentaires. Par exemple, un circuit de modification documentaire ou bien un workflow qui va me permettre de renommer ou d'associer de nouveaux tags à mon document. Voilà. Donc, un exemple de workflow, voilà, j'ouvre le workflow qui comporte une tâche qui me propose de renommer mon document, qui me propose également d'ajouter des tags. Donc ici, on va retrouver une liste de tags qui ont été définis en phase amont du projet, comme j'expliquais tout à l'heure. On a défini, on va qualifier l'information. Donc là, on peut lui associer par exemple le tag doc technique qui va se mettre à jour. Ensuite, vous avez ici un outil qui va vous permettre de filtrer par tag. Donc là, c'est facile, on a 3 documents, donc pas besoin de les filtrer, mais si j'en avais une centaine, par exemple, associé à un objet, je pourrais ici, grâce aux notions de filtre par tag, retrouver tous les documents techniques, ou bien uniquement les procédures, ou bien tout ensemble. Alors maintenant, ici, je me suis connecté en tant avec un profil utilisateur, technicien par exemple. Donc si je veux modifier mon document, eh bien, je vais revenir sur les actions possibles sur le document. Par exemple, modifier, on voit entre parenthèses avec validation. Donc ça veut dire que au moment de restituer le document, eh bien, je vais devoir demander une validation à une personne. Voilà, donc là, j'emprunte mon document, ce qui me permet notamment de verrouiller l'accès en modification par d'autres utilisateurs. Donc vous voyez ici, le document est verrouillé, donc une autre personne ne va pas pouvoir le modifier en même temps que moi. On garantit ainsi le bon suivi documentaire. Donc j'ai ouvert mon document, voilà. Je suis dans mon logiciel qui me permet d'éditer mes documents.
Je vais rajouter ici modification webinaire du 16-04-2020 par exemple. Voilà, j'enregistre. Et au moment où je vais donc restituer mon document, voilà, donc là on retrouve le workflow qui est toujours en cours d'exécution puisque je n'ai pas terminé mon workflow. Et bien je vais restituer le document. Donc là on vous demande d'aller chercher dans votre disque ou bien de faire un glisser-déposer de votre document. Alors moi je l'ai mis dans mes téléchargements. Voilà le document, ici. Donc je vais pouvoir le glisser-déposer. Je peux lui associer des nouveaux tags si je veux. Et ici, je vais envoyer donc une notification. Je vais notifier la personne qui va contrôler mon document. On peut rajouter de l'information. Bonjour, j'ai modifié ce document. Et donc là, maintenant, on va se mettre dans la peau de la personne qui va contrôler le travail qui a été fait. Donc je vais ici aller sur un nouvel onglet en tant qu'administrateur. Et là, on voit que ici, dans mes notifications, j'ai reçu modification de document. Bonjour, j'ai modifié le document. Continuer. Cette fois-ci, j'arrive dans la phase de contrôle. Donc, je suis le contrôleur. J'ai le document disponible en consultation. Je peux aller le consulter et ensuite l'accepter ou le refuser. Donc là, je vais l'accepter. Voilà, je peux rajouter de l'information, rajouter des tags, modifier le nom du document si je souhaite. OK. Souhaitez-vous envoyer un email à l'émetteur? Donc là, vous voyez, on a suivi un parcours avec différentes tâches. Donc c'est un circuit de validation classique, mais ce circuit de validation est entièrement personnalisable. Donc là, par exemple, on propose d'envoyer un mail à l'émetteur du document. C'est une tâche qui est possible, mais on n'est pas forcément obligé de l'ajouter. Donc là, je ne vais pas envoyer de mail. Je pose. Si je me replace maintenant dans la peau du technicien, on voit ici que le verrou a disparu. Et donc le document est de nouveau disponible en modification aux autres personnes, ce qui va vous permettre de retrouver une information fiable et à jour. Voilà. Voilà un petit aperçu de la plateforme. Je vais revenir sur le webinaire. Alors surtout n'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions pour le moment. Si, il y a des questions, très bien. Donc je répondrai à ces questions juste après la conclusion. Donc vous avez vu comment on pouvait rechercher l'information de manière efficace, hein, donc avec un moteur de recherche pour aller rechercher dans du contenu, dans des titres, pour aller regarder, trouver des liens entre les documents et les objets, et un aperçu de la réponse aux enjeux d'efficacité donc et de transversalité. Donc dans ce webinaire, mais à la fois dans ce type de projet, la finalité, donc vous allez numériser, collecter et qualifier vos données, vous l'avez organisé dans une base de données, ce qui est très important, hein, puisque pour pouvoir faire tout ça, il est nécessaire de stocker les documents dans des bases de données, ils ne sont pas simplement déposés sur un répertoire. On a vu qu'on pouvait donc accéder à l'information, qu'on avait pu localiser l'information sur plan. L'information est disponible dans votre navigateur web, alors également en mobilité, hein, puisqu'on peut accéder à cette information sur son application mobile ou sur une tablette, évidemment. On voit qu'on a des outils, donc des workflows qui permettent d'assurer le cycle de vie des documents avec des processus de révision. Et donc tout ceci participe à améliorer l'efficacité et la productivité de vos équipes. Vous verrez dans nos prochains webinaires, on ira un petit peu plus dans le détail, voilà, sur l'ensemble des réponses qu'on peut apporter sur ces problématiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, je vais tout de suite l'ouvrir. Alors,
Syner Technique. Bonjour, je veux personnaliser le processus de validation documentaire que vous avez appelé workflow. Est-ce que c'est possible? Alors, effectivement, c'est possible. Et c'est une des principales valeurs ajoutées que l'on va proposer avec notre solution. Parce qu'effectivement, une gestion documentaire, on peut en retrouver un petit peu partout. Nous, on se focalise vraiment sur la documentation technique. Donc, on a déjà une valeur ajoutée dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que le gros plus dans notre solution, c'est vraiment toute la partie administration et notamment notre éditeur de workflow. Alors, je vais fermer ça. Non. Hop, voilà. Donc ici, j'ai ouvert le back-office du logiciel et on voit ici qu'on a sur la gauche ce qu'on appelle nous des workflows, donc des processus de travail avec toute une liste de workflows disponibles. On va aller sur le workflow que j'ai utilisé qui est le workflow de modification d'un document avec consultation. Et vous voyez ici que graphiquement, on a modélisé le workflow étape par étape. On est sur l'étape d'emprunt. Donc on lance le workflow, on a choisi de l'emprunter. Le document s'est verrouillé, donc le fameux cadenas. On a informé la personne que le document avait été emprunté, on le télécharge. Ensuite, on confirme la restitution. Donc une fois qu'on l'a modifié, on le restitue ou bien on annule le processus. On envoie une notification au contrôleur en chargeant le document et en le notifiant. Ensuite, le contrôleur a confirmé le document. Il a ajouté ou pas des tags. Et ensuite, il a notifié à tous que le document était disponible. Le document est alors déverrouillé. Et ensuite, on propose d'envoyer un mail ou pas. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, ici, on est en face de différentes étapes avec des tâches qui sont, elles, entièrement personnalisables. On va pouvoir modifier les paramètres de chacune de ces tâches, et ceci sans avoir de compétences de développeur. J'en parlais au tout début, on verra ça en détail dans la saison 2 de nos webinars sur l'utilisation de logiciels low-code et no-code. C'est exactement ce que je vous montre ici. Et donc on voit aussi qu'on peut personnaliser par exemple les profils d'émetteurs, de contrôleurs. On peut inventer toutes sortes de profils associés au workflow. Donc là, un workflow de modification de documents. On peut avoir des workflows d'ajout de documents également. Voilà. Donc là, on parle beaucoup de documents, mais on associe aussi des workflows aux objets, aux équipements, par exemple. Vous êtes sur vous voulez rajouter un nouveau poste haute tension dans votre base de données. Bon, bah, ça se passe par ici. Voilà, c'est des workflows un petit peu plus simples. Ici, on ajoute un nouvel objet dans sa base de données. Autre question. Peut-on avoir des documents sous différents formats, vidéo, plan? Alors effectivement, on est sur une gestion documentaire technique, donc on va pouvoir associer vraiment tout type de documents à cette base de données. L'important, c'est que vous ayez les outils pour pouvoir les ouvrir, mais après, le document lui-même, on va l'associer. Alors, comme on ne connaît pas tous les formats qui peuvent exister sur le marché, l'important va être effectivement d'associer des métadonnées et des tags aux documents pour pouvoir les qualifier et après les rechercher plus facilement. Parce qu'effectivement, aller rechercher du contenu dans un format CAO qu'on ne connaît pas, bah, on ne sait pas faire. Mais par contre, si on a qualifié ce format CAO, on peut aller rechercher facilement l'information. Bien entendu, tous les formats standards du marché, Office, PDF, AutoCAD, etc., on est capable d'aller rechercher dans le contenu. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Si je veux localiser un équipement à la fois sur un plan mais aussi sur un synoptique fonctionnel, est-ce possible? Effectivement, donc là, ici, on est sur une vue en plan des documents, des objets. On a cliqué sur un objet, on a retrouvé sa fiche documentaire, mais ici, en haut, deux boutons que je n'ai pas évoqués, le bouton localisation, et effectivement, on peut avoir plusieurs localisations pour un même équipement. Alors, là, on est sur une localisation géographique. Si je veux le localiser sur un synoptique, par exemple, je clique sur localisation sur la synoptique boucle HTA, et donc,
j'ouvre cette fois-ci un synoptique électrique et je vois que je suis ici dans mon synoptique. Donc très pratique pour là le technicien ou l'entreprise extérieure hein, qui arrive sur un site qui ne connaît pas les installations. Elle ouvre le logiciel, elle voit où est le poste et quelle est sa position dans le synoptique électrique. Votre solution est-elle BIM compatible? Alors très bonne question. Alors effectivement, ici, on est dans un cadre, donc on utilise des documents un peu à la mode Google, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser des images haute résolution pour pouvoir localiser des équipements. Si on parle de BIM, on va parler de deux choses. On va parler de documents CAO vectoriels de type DWG ou des maquettes numériques IFC. Donc là, pour ça, on va travailler avec un partenaire, Algotech, parce que nous, on n'est pas spécialiste du BIM, mais par contre, c'est un besoin évoqué tous les jours par nos clients dans le domaine du bâtiment. Donc là, au lieu de travailler sur des plans images, on va travailler sur des plans vectoriels avec notre partenaire qui s'appelle Archidata, donc qui lui est une réelle base de données BIM de votre bâtiment, donc qui va capter l'information présente dans les plans et les maquettes. Dans Vision, on va afficher cette information qui sera disponible et on va pouvoir interagir avec cette information, modifier l'information sur un local, sur une surface, pour après le répercuter dans un deuxième temps dans la maquette numérique ou dans les plans. Qu'est-ce que vous appelez concrètement co-construction? Alors effectivement, là, c'est vraiment dans la philosophie de mise en service de nos logiciels. C'est pas tout simplement en tant qu'éditeur, on vous vend le logiciel et puis après débrouillez-vous. C'est vraiment aller travailler avec le client sur ses problématiques actuelles, pouvoir mettre à disposition rapidement un produit viable qui fonctionne pour tester les fonctionnalités, qui puisse se projeter petit à petit. Donc il y a cette notion-là de co-construction éditeur et client. Mais il y a aussi l'implication d'entreprises ou de partenaires externes qui sont spécialisés, experts dans ces domaines-là. Donc qui vont nous aider, enfin qui vont aider le client à structurer son information, à mieux la qualifier, et qui vont aussi pouvoir l'aider, par exemple, dans la gestion de ces projets-là, puisqu'on voit que ça implique beaucoup de monde, et donc il est nécessaire d'avoir un vrai chef de projet qui soit capable de coordonner les différents intervenants. Donc des questions très intéressantes, très pertinentes. De toute façon, donc le document du webinaire, vous avez mes coordonnées, je vous les affiche de nouveau. N'hésitez surtout pas, hein, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail, je répondrai, je serai ravi de vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn, m'ajouter comme ami, et on pourra échanger sur tous ces sujets. Je laisse une petite minute s'il y a des questions qui vous viennent, et puis après on pourra clore. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. Je vois des merci dans le chat. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain webinaire. Alors, la date n'a pas forcément été encore communiquée, mais en tout cas, ce webinaire, vous pourrez le retrouver en ligne sur YouTube, disponible très prochainement. Et donc, je vous invite à regarder votre boîte mail pour la suite de la saison 1 sur la disponibilité et la fiabilité de l'information. Merci à tous.